Le jeudi 18 avril a eu lieu notre webinaire Parents branchés sur l'hypersexualisation, la cyberviolence et la pornographie. Rémi Arakelian a décrypté et décrit les usages de la sexualité connectée des adolescents. Nous avons répondu à un maximum de questions, parmi lesquelles comment protéger nos jeunes des contenus choquants, comment les inviter à préserver leur image en ligne, comment les accompagner dans leur compréhension et leur gestion de cette réalité. Bon visionnage. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être aussi nombreuses pour ce webinaire du coup animé par l'association Horizon Multimédia. Donc moi je suis Rémi. Donc bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Parents branchés. Un merci comme je disais, un merci à vous, merci à l'Agence régionale de santé ainsi qu'à la CAF qui soutiennent du coup nos actions. On est donc parti pour un nouveau webinaire. On en a plusieurs d'ailleurs. Ça me permet de vous rappeler que on a fait par le passé plein de webinaires qui sont sur notre compte YouTube Horizon Multimédia. Voilà, si jamais ça vous intéresse, on a déjà traité pas mal de sujets et il y en a d'autres qui resteront à venir, donc n'hésitez pas à nous suivre. Donc voilà, je vous demande juste de couper les micros, mais je vois que tout le monde l'a fait, donc du coup merci beaucoup, merci William d'avoir mis la page YouTube. Voilà, donc juste de couper les micros parce que pour le flux audio c'est beaucoup plus agréable. Vous pouvez par contre laisser vos caméras, c'est beaucoup plus agréable aussi de voir des visages plutôt que de parler à des petits avatars comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le chat si jamais vous avez des questions. Si j'y réponds pas dans l'immédiat, peut-être qu'à la fin on se laissera justement un temps d'échange de questions-réponses. Je vais essayer de pas être trop long, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vraiment essayer de me concentrer sur l'essentiel pour qu'on puisse après échanger donc tous ensemble. Voilà, donc je le disais, on a notre page YouTube, on a un Facebook, on a un LinkedIn, on a un Instagram, enfin voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus, on a plein de ressources, des articles, il y a le site eParents, donc voilà, William, si tu veux bien, s'il te plaît, mettre tous ces liens-là. Voilà, donc bref, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le titre, c'est donc quand les ados se mettent à nu sur Internet. L'idée, c'est de vraiment essayer de creuser sur la question de la vie socio-affective et la vie intime du coup des adolescents en ligne. Il y a du coup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les films, les séries, les jeux vidéo, pardon, excusez-moi, tous les supports numériques qui sont très nombreux du coup et les contenus en ligne. Sont hyper accessibles en fait par la jeunesse, par tout le monde en fait, donc particulièrement la jeunesse. Et l'hypersexualisation est de plus en plus présente sur tous ces canaux, sur tous ces médias. Et cette accessibilité justement à la pornographie peut proposer justement une perception de soi et des relations intimes qui sont complètement biaisées, surtout chez les adolescents ou même plus jeunes d'ailleurs. Et cette banalisation, elle peut justement pousser des jeunes à avoir donc une sexualité précoce, juvénile et active même. Donc c'est pour ça qu'on abordera les questions aussi de pornographie, bien entendu. Et donc du coup, cette sexualité active, elle peut justement avoir des conséquences. On essaiera de répondre à ces trois grandes questions. Donc comment protéger nos jeunes de ces contenus choquants? Voilà, je vais essayer vraiment de vous donner aussi également des pistes. Comment les inviter à préserver leur image en ligne? Donc on va voir hein, justement, il y a des clés justement pour ça, pour travailler à la protection de l'image, du droit à l'image, etc. Et comment accompagner dans la compréhension et la gestion de cette réalité parce que justement en fait la notion de réalité, réalisme fictif, etc. C'est justement ce qui est au cœur de cette thématique en tout cas. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de découper le propos en quatre parties. On va d'abord essayer rapidement de parler de l'hypersexualisation, parce qu'il y a énormément de choses à dire. La pornographie, alors la pornographie, je serai assez concis parce qu'on a fait du coup sur notre page YouTube déjà un webinaire sur la sexualité à l'ère du numérique et on avait pas mal parlé de pornographie. Donc volontairement, je vais passer assez rapidement sur cette thématique. Donc je vous invite, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder ce webinaire-là. Donc voilà. Ensuite, on parlera des cyberviolences. Pareil, les cyberviolences, on en avait beaucoup parlé également avec une juriste de l'association Stop Ficha. Donc sur notre compte YouTube, vous pourrez retrouver également ce replay. Voilà, avec Madame Nida Haok qui nous avait accompagné sur un webinaire sur justement les cyberviolences. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, j'essaierai de vous donner un maximum de conseils et un moment de questions-réponses à la fin. Donc là, ce webinaire, c'est vraiment l'objectif de parler entre parents, éducateurs, enseignants, professionnels, pour le bien-être des jeunes.
On est complètement tous concernés aujourd'hui par la simple et bonne raison qu'on utilise tous ces médias, en fait, ces canaux de communication, Internet, numérique, mais de façon différente. Et justement, c'est l'un des problèmes, et on y reviendra du coup plus en détail. Donc, premier gros morceau, l'hypersexualisation. Donc déjà, l'hypersexualisation, qu'est-ce que c'est? On va faire un petit travail tout bête, c'est qu'on va prendre la définition Wikipédia, et puis on va essayer de l'analyser un petit peu, de creuser un peu plus en profondeur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. L'hypersexualisation ou la sexualisation précoce, justement, c'est un terme qui est employé en psychologie de l'enfant, en sexologie, en sociologie, d'accord, pour justement marquer cette tendance observée. Alors depuis la révolution sexuelle, mais même ça, justement depuis les années 60, c'est beaucoup questionné également. En fait, l'idée c'est de cette tendance à avoir une commercialisation, une médiatisation de la sexualité, et justement qui peut avoir un impact, qui peut affecter le développement des enfants et adolescents. Voilà. Donc en fait, l'hypersexualisation, elle est directement associée à la sexualité précoce, à la sexualisation précoce. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation sexuelle, elle se fait plus comme avant. C'est plus uniquement dans le risque des pratiques sexuelles, mais c'est également toute cette prévention qu'il y a à mettre en œuvre, j'ai envie de dire, en amont, notamment sur le travail de l'esprit critique. De l'auto-évaluation, des représentations, parce que justement ce rapport il est complètement biaisé à cause des médias, et c'est du coup la perception de la sexualité, elle peut être complètement tronquée et en tout cas faussée, induite en erreur par notamment des stéréotypes de genre, par une fausse perception. On pense que ce qu'on voit sur un site par exemple pornographique, ça peut être une réalité, etc. Bref, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, où la voit-on, cette hypersexualisation? Mais en réalité, l'hypersexualisation, on la voit littéralement partout. En tout cas, partout sur les médias numériques, elle est fortement présente. Et d'ailleurs, elle était déjà présente avant même l'arrivée des réseaux sociaux. Il y a qu'à parler notamment des publicités. Des publicités où justement le corps est un objet qui permet de mettre en valeur un produit, par exemple, à la télévision, que ce soit dans des films, dans des séries, ou même dans des animés, des mangas, d'accord. Mais on peut voilà aussi également parler des jeux vidéo, puisque il y a certains personnages, certains héros, où justement ce qu'on va retenir principalement de ces personnages-là, ça va être des caractéristiques vraiment physiques qui vont être exacerbées, mises en avant, et où l'image du corps va vraiment marquer l'esprit. En tout cas, je peux vous garantir que quand on intervient, nous, justement, on parle de l'hypersexualisation avec les jeunes, avec les collégiens notamment. Et en tout cas, c'est vraiment des exemples qui leur viennent, mais très facilement, d'exemples, d'expériences qu'ils ont pu avoir où justement l'hypersexualisation est vraiment flagrante. Voilà. Donc c'est vraiment de retenir qu'aujourd'hui l'hypersexualisation, elle est médiatique et elle est vraiment multi-plateforme. Justement, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, quel est l'un des problèmes de l'hypersexualisation? Pour ça, ce que je peux faire, c'est éventuellement vous parler de certains phénomènes. Il y a par exemple le glow-up, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a le culte de la maigreur. Il y a en fait le body positive. Alors c'est souvent des anglicismes parce que en fait on les a pas encore traduits, mais tout ça c'est des choses qu'on observe sur Internet, et nous aussi nous y sommes confrontés du coup français. Il y a le rôle des influenceurs, d'accord. Il y a carrément des plateformes dédiées notamment pour les adolescents, où justement les contenus qui vont être mis en avant, etc. par les plateformes, par l'algorithme, on y reviendra tout à l'heure, peut poser question. Il y a quand même des réseaux sociaux, on va dire, de rencontres pour adolescents. Donc voilà, tout ça, ça questionne. Voilà, il y a aussi dans la pop culture, dans les films, dans les séries, j'en parlais tout à l'heure, il y a des exemples notamment de sexualité toxique avec des pratiques sexuelles, on va dire, violentes, d'accord. Donc voilà, il y a aussi des trends, c'est des modes, c'est des challenges, c'est vraiment des choses qui sont vraiment mises en avant par les réseaux, où en fait la personne qui publie les contenus va devoir mettre en avant son image, son corps, et en fait ça donne une visibilité énorme. Et il y a notamment en fait une trend, une mode. Trend, c'est vraiment une mode, quelque chose qui circule pendant quelques semaines, quelques mois, qui est oublié, qui revient, etc. sur les réseaux sociaux.
il y en a sur plein de réseaux, hein, des trends, mais c'est vrai que le plus connu, on va dire, c'est sur TikTok. En tout cas, c'est le plus actuel. En tout cas, il y a la trend du body checking. Je vais y venir. Hein. Le body checking, ça va être le fait de quelque part de donner une note à son corps. Ok, vous inquiétez pas, tout ça, j'y reviendrai. Hein. Là, je vous donne tous les mots pour si jamais vous voulez vous les noter, faire des recherches plus tard, etc. Mais voilà, il y a l'un des filtres sur TikTok qui s'appelle le bol de glamour. Le bol de glamour, pareil, en fait, c'est un filtre. Donc, vous savez, aujourd'hui, un filtre, bon, c'est devenu un peu plus commun. Hein, vous savez, ça peut être les filtres sur Snapchat où on peut avoir un visage de chat, etc. Et puis, ça peut justement aujourd'hui, mais grâce à l'intelligence à l'usage de l'intelligence artificielle, ça peut permettre justement de corriger tous les défauts en un claquement de doigts et en quelque sorte se transformer dans la meilleure version de soi-même. Donc ça pose de réelles questions, on y viendra tout à l'heure, sur notamment la santé mentale, la perception de son corps, etc. Donc tout ça, c'est quelque part la mise en avant de son corps sur les réseaux, d'où le lien avec l'hypersexualisation. Il y a notamment des filtres TikTok, des tendances où on peut tester la symétrie du visage. Voilà. Donc justement, ça peut chez certaines personnes, en fait, révéler certains complexes qui n'existaient pas avant. Ah ben là, tu vois, j'ai le côté gauche, le côté droit. Enfin, on a tous des imperfections, c'est complètement normal. Et justement, ce qui est dommageable, c'est que ces filtres-là vont justement révéler en quelque sorte au grand jour. Et en fait, tous ces contenus partagés, ils sont du coup partagés en masse. Vous le comprenez bien. Et dans la section commentaires, il peut y avoir, vous imaginez bien, des moqueries, des insultes, des contenus, voilà, des réponses vraiment très blessantes et très méchantes auxquelles des personnes vulnérables, enfin et même tout le monde en fait, peuvent ressentir, voilà, qui peuvent les affecter. Donc pour le dire d'une façon très très simple, en résumé, les réseaux sociaux peuvent complètement permettre à se sentir moche d'un certain point de vue. Ok, bon, bien entendu, ça ne permet pas que ça. L'idée, c'est de pas diaboliser, mais là, vu qu'on parle de l'hypersexualisation, forcément, on va parler de ça. Tout à l'heure, je parlais du body checking. C'est cette tendance vraiment, en fait, à venir checker, vérifier en quelque sorte son corps à travers des filtres, des petites modes, voilà, passagères qui emmènent à vérifier son apparence. Donc, au niveau des conséquences, pour essayer de parler directement des conséquences liées à ces phénomènes-là, on peut parler de l'explosion des troubles du comportement alimentaire. Vous vous doutez bien, avec le culte de la maigreur, ça peut justement des gens il y a plein de personnes dans les commentaires, moi je mange pas, du coup ce soir, à force de voir ces images-là, à répétition justement, ça peut dupliquer justement les effets de ces troubles du comportement alimentaire. Il y a une humiliation publique envers ces personnes justement qui n'auraient pas de bon score, qui n'auraient pas de... Enfin voilà, vous comprenez la logique. Il y a vraiment une mise en avant, une humiliation de ces personnes qui ont un mauvais score, qui échouent en quelque part. Voilà. Donc, suite à cette polémique, il y a TikTok qui a réagi. Justement, il faut le savoir, hein, ils entreprennent des choses aussi. Et justement, il y a, lorsque vous cherchez le hashtag body checking, il y a un message d'alerte, il y a un message de soutien, justement. Donc, est-ce que c'est suffisant? Bon, ça, après, on est pas forcément tous d'accord là-dessus, mais voilà. Donc, il faut vraiment retenir que ces trends, elles sont populaires. Et en fait, tous ces contenus mettent en avant purement l'apparence. Et ça nécessite pas des fois le de faire du sport pour avoir un joli corps. Alors justement, on va y venir. On va y venir. C'est une question très intéressante parce qu'il peut y avoir, on va y revenir. Votre question est très intéressante. Donc en fait, ça, c'est quelque part, on valorise l'apparence et vu que TikTok ou même les autres réseaux, hein, bien sûr, l'idée c'est de faire quelque chose qui est assez transversal à tous les réseaux. Dès que le réseau va détecter un intérêt sur un contenu, il va le propulser en avant. Donc, si vous voulez, qu'importe le contenu, s'il buzz, s'il marche, s'il est beaucoup regardé, partagé, etc., il suscite du clic, il va être mis en avant. Et on va même pas questionner, le réseau ne va pas questionner quelque part la pertinence et les conséquences négatives qui peuvent découler de ça. En tout cas, pas immédiatement. Et c'est là où certains peuvent avoir des conséquences négatives. Voilà.
Donc justement, rapidement pour parler de ça, vous savez que le fonctionnement des algorithmes, donc du coup comment les réseaux fonctionnent, la mise en avant de certains contenus, etc., c'est quelque chose qui est gardé vraiment secret, enfin secret. Il y a des tendances, il y a des analyses, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que ce qu'on sait, c'est que sur TikTok, c'est beaucoup ce qu'on appelle le watch time. Le watch time, en fait, c'est le temps qu'on passe à regarder certains contenus. Euh, Tandis que sur Instagram, par exemple, ce sera plus les abonnements. Ce sera plus les abonnements. Voilà, c'est des tendances, encore une fois, rien n'est figé. Mais voilà, du coup, j'y reviendrai dans les conseils plus tard pour essayer de faire un petit peu le ménage sur tous ces contenus. Le body positif n'est pas une bonne chose, accepter ses rondeurs, etc. Alors oui, complètement, j'y reviendrai aussi. Mais en fait, le body positif, oui. Le problème, c'est qu'il y a, comme dans malheureusement beaucoup de scénarios, un pendant négatif au body positif. Il y a des formes, on va dire, d'extrême body positif qui va jusqu'à, alors c'est ça, c'est pour le coup, je parle plus de ce qui se passe aux États-Unis, qui va carrément en fait venir remettre en question les impacts. Par exemple, liés à l'obésité, oui, mais alors ça, je vous conseille de regarder des vidéos, notamment de Amy Story, une youtubeuse qui a parlé de ces sujets-là, qui en parle très bien, qui dédie des vidéos entières, ce que je n'ai malheureusement pas le temps de faire. Mais en fait, il y a vraiment des micro-communautés qui se créent autour en fait du body positif et qui va en fait exacerber complètement le principe qui est complètement bon en fait à la base de mettre en avant, d'accepter ses rondeurs afin de lutter, etc. Enfin voilà, toutes ces insultes, etc. L'acceptation de soi, enfin je veux dire, qui est complètement essentielle, il y a aucun débat là-dessus. Le problème, c'est que justement, il y a dans des cas extrêmes et rares, mais qui sont quand même qui existent, donc il faut en parler. Il y a des formes justement de harcèlement. Euh, pour vous donner quelques exemples, il y a des micro-communautés, notamment américaines, qui vont en fait faire des calculs. Ils parlent de leur poids. Alors les personnes qui maigrissent, ah mais non, du coup tu vois, tu crois n'importe quoi, c'est pas vrai. Être en gros, hein, pour faire très simple, être en surpoids, c'est pas vrai. Ça donne pas de problème de santé. Enfin, ça va jusque là quand même. Hein. Donc le body positive à la base est un courant. Bien sûr, d'acceptation de soi, de bien-être, etc., pour lutter contre toute forme justement de grossophobie, etc. Donc complètement. Mais il y a malheureusement des penchants négatifs. Voilà, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. Mais bien entendu, ça concerne une extrême minorité. Mais pour vous montrer justement qu'il y a vraiment une polarisation sur les réseaux sociaux de toutes ces. Ah ben voilà, parfait. Je te remercie, William. Euh, donc voilà, il y a vraiment cette forme de polarisation du débat, de remise en question de données scientifiques autour de l'obésité, notamment de la santé liée à l'alimentation. Et justement, c'est terrible parce que ça entraîne des vagues de harcèlement, de personnes qui rentrent dans des communautés d'acceptation de soi, mais qui au final se retrouvent harcelées parce que la personne elle a perdu du poids, quoi. Enfin, c'est vraiment très violent. Je vous invite, je détaille pas plus parce que c'est pas forcément voilà le sujet où tout le monde est le plus intéressé, mais voilà. Merci William d'avoir mis la vidéo. Donc je reprends le fil. L'idée c'est que en fait, donc je parlais des algorithmes justement, et n'oublions pas l'effet de simple exposition qui fait que des fois, en fait, on internalise un message et qu'en fait, à force, on le répète, on l'accepte, d'accord? Donc justement, le fait d'être envahi, en quelque sorte, submergé, inondé de contenu hyper sexualisé, ça peut, mettons-nous dans la tête d'un jeune, mais même dans notre tête à nous, au bout d'un moment, via la simple exposition, la répétition, c'est des contenus qui vont être quelque part moins étrangers et donc qui peuvent entre guillemets être acceptés plus facilement. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Donc du coup ces contenus qui peuvent devenir des normes justement, en fait ça devient des normes de beauté surtout pour des jeunes qui n'ont pas encore leur maturation cérébrale, il faut le rappeler. Et c'est notamment là, on peut parler du filtre de l'arnaque, ce que je vous parlais tout à l'heure, le bol de glamour sur TikTok qui vient justement donner une peau plus lisse, des yeux plus grands, qui va gommer tous les défauts. Et en fait, le filtre, il est presque indétectable parce que par exemple, si vous mettez la main, etc., pour le coup, l'image, elle est hyper précise. Grâce au progrès de l'intelligence artificielle, quelque part, ça peut vraiment décupler les effets et le réalisme de ces images. Voilà. Donc du coup, en quelque sorte, en fait, on est confronté à une version de nous-mêmes
amélioré. Donc il peut y avoir un côté complètement malsain à rejeter sa version de base. On fait des comparatifs entre des personnes ou même envers soi-même. Enfin voilà. Donc maintenant, on peut parler aussi de l'hypersexualisation un petit peu dans la pop culture. Dans la pop culture, dans tous les personnages qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est par exemple dans certains films, je pense notamment au film Suicide Squad, donc film de super-héros, dans lequel il y avait Suicide Squad où on voyait le personnage de Harley Quinn qui était hyper sexualisé dans la tenue, dans le comportement, etc. Et ensuite, il y a eu une suite. Il y a eu une suite qui s'appelle Birds of Prey, où en fait le film a été notamment réalisé par une femme. Et en fait, dans ce film-là, le personnage est beaucoup moins sexualisé. Et justement, sur les réseaux, il y a eu énormément de critiques face à ce film, notamment à cause du changement de tonalité autour de ce personnage. Donc voilà, on voit vraiment au final que même dans la pop culture, il y a ces phénomènes-là. Donc il y a des études américaines à ce sujet qui mettent en évidence cette idée causée par la, 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 la perte de concentration, car il y a ce sentiment que les autres se moquent. Donc justement, le fait d'être toujours confronté à ces images, on va dire, hypersexualisées, on rejette son corps, etc. On donne une valeur à l'image qu'on a de son propre corps qui est faussée, qui est décevante, etc. Et à la fin, ça peut développer vraiment en fait une forme d'obsession, une forme de trouble, de vision faussée de soi-même. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du glow up. Le glow up, c'est en fait une mode, hein, pareil, il y en a beaucoup. La glow up culture, c'est vraiment en fait, en gros, l'idée de avant-après. Vous avez, si vous voulez, une photo avant où l'idée, ça va être de se mettre avec les cheveux en pétard, de l'acné, une photo vraiment la plus imparfaite possible, où on va mettre presque soi-même en avant ses propres défauts, et de montrer via différents posts, etc., une forme d'amélioration de soi-même pour faire vraiment voilà, le avant-après. Et ça, c'est pour le coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu à peu près 14 millions de publications là-dessus. Ça a fait presque 130 milliards de vues sur TikTok, c'est énorme. Moi, quand je suis en intervention, souvent, je pose la question vraiment comme ça. Je dis qui a entendu parler de la glow up culture, qui a déjà vu des contenus autour de ça. Et j'ai très souvent plein de jeunes qui lèvent la main. Donc, qui sont quelque part habitués à ce processus d'amélioration de soi qui est centré uniquement autour de l'esthétique et qui, en fait, au final, quand on regarde, on creuse sur les personnes qui ont joué ce jeu-là, ben en fait, qui ont fini malheureusement par détruire quelque part l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, parce que c'est une forme de compétition. S'ils reprennent un peu de poids. Enfin voilà, donc voilà pour la glow up culture. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais l'idée c'est qu'en fait on court derrière des objectifs qui sont quasiment impossibles à obtenir ou carrément à garder dans le temps, notamment parce qu'on a des modèles, je pense notamment aux influenceurs, on y reviendra, mais avec des corps parfaits. Je parle même pas de chirurgie esthétique, je parle même pas de vidéomontage ou de photomontage. Voilà. On peut d'ailleurs parler justement des ventes de produits. Des ventes de produits minceurs, des produits justement de programmes alimentaires, de formation, etc. Bref. Voilà. Et d'ailleurs, pour souligner l'idée que cette glow-up, de l'idée de passer du avant-après, elle n'existe pas depuis quelques années avec TikTok, mais vous prenez ne serait-ce que des concepts d'émissions comme il peut y avoir sur la télé grand public, ben vous prenez, vous savez, les émissions de mode, il peut y avoir vraiment ce même principe où il y a le avant-après, etc. Voilà. Pour parler rapidement des jeux vidéo, parce qu'il y a aussi de l'hypersexualisation dans les jeux vidéo où je rappelle vraiment il y a cette idée d'esthétique qui est mise en avant et qui peut justement induire à un rapport biaisé. On peut parler justement dans les jeux vidéo, il y a l'exemple on va dire historique, il y a Lara Croft, il y a Tomb Raider, mais il y a une vidéo hyper intéressante que je vous conseille de regarder si tu la trouves William. En fait c'est une vidéo qui s'appelle Swap Gender et en fait il y a des personnes qui se sont amusées à échanger les rôles masculins et féminins dans les jeux vidéo et on voit vraiment en fait que les personnages du coup masculins ont vraiment des mimiques etc et ça permet vraiment de se rendre compte de quelque part l'exagération de ces personnages là voilà.
Donc, alors il y a vraiment plein de choses dont on peut parler. Il y a d'autres trends. Would you date him, qui veut dire en anglais, est-ce que tu sortirais avec lui ou avec elle? Ou justement, c'est vraiment des vidéos où on répond oui, on répond non, on répond en commentaire. Imaginez du coup si vous êtes la personne à qui on dit ben non, personne sortira avec toi. Enfin, c'est une extrême violence et c'est uniquement centré sur le physique. Euh, donc, voilà, il y a le hashtag, notamment, il y a le hashtag, je te remercie William pour le partage, il y a le hashtag Elfie qui a un succès énorme. Et derrière, justement, je reviens sur la question de tout à l'heure, derrière cette belle volonté de vouloir transmettre des bons conseils alimentaires, des petits plats permettant de se faire plaisir tout en cultivant une alimentation saine, ben en fait, souvent, ça il se cache derrière une autre réalité, des placements de produits hasardeux, une hyper valorisation des corps sculptés, calibrés, musclés, des gens pour qui c'est le métier, justement, des photomontages, etc. Euh, voilà. Donc c'est justement l'un des effets pervers, l'un des effets, parce qu'encore une fois, le body positive, etc., ce sont des courants qui sont à la base faits pour l'acceptation de soi, mais il peut y avoir justement aussi un côté un peu plus enfin une contrepartie quoi, si on a une part un peu plus sombre. Et justement, ça se traduit aussi par tout le côté, toutes les modes autour du développement personnel qui foisonnent sur les réseaux aujourd'hui, autour du développement personnel, de la réussite personnelle, des programmes, des formations qui sont vendus notamment par les influenceurs, avec notamment le mythe de la fast life, de la vie facile, se faire de l'argent rapidement et avoir un corps de rêve. Souvent, c'est le package qui va ensemble. Voilà. Je le dis très rapidement, mais l'idée c'est que tout ça, ça peut en fait très clairement être des fois des bons conseils. Il faut pas, voilà, pas voir le mal partout, hein, bien entendu, on est bien d'accord. Tous les influenceurs ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a qui font du travail sérieux et sans aucun souci, mais il y a aussi d'autres qui proposent des contenus beaucoup moins prudents, vigilants et qui peuvent vraiment altérer la santé mentale des personnes qui regardent. Voilà. Donc on y reviendra si vous voulez tout à l'heure parce que le temps passe et il y a encore plein de choses à dire. Mais voilà, l'idée c'est que l'hypersexualisation, ça peut susciter et générer des questionnements, des obsessions autour de l'esthétique, des obsessions artificielles qui n'étaient pas là à la base. Donc, la loi impose maintenant, par exemple, pour rappel, de signaler tout partenariat commercial et interdit, notamment autour de la chirurgie esthétique, des placements de produits hasardeux notamment, parce que ben, justement les jeunes constituent une cible immense et justement vulnérable. Voilà. Donc on reviendra si vous voulez tout à l'heure sur la question de l'hypersexualisation et on peut passer justement sur l'aspect un peu plus pornographique qui est justement en fait en quelque sorte, alors en prenant un petit raccourci, qui peut être l'une des conséquences de cette banalisation de la sexualité précoce. C'est un peu entraîné justement des jeunes, à force d'être en quelque sorte habitués à des contenus sexualisés, à s'orienter peut-être de façon plus précoce, plus tôt, et de façon plus active à une forme de vie active sexuelle. Donc, si on se penche un petit peu sur la consommation de la pornographie auprès des jeunes, il faut savoir que en 5 ans, il y a eu un plus 36% quand même sur le visionnage de porno, hein, en fait, hein, de contenu pour adultes auprès des mineurs. Euh, Les statistiques montrent qu'il y a 2,3 millions de mineurs qui fréquentent des sites pour adultes chaque mois. D'accord, c'est énorme. Dont 1,4 sur le même site qui est Pornhub. D'accord, qui est le plus fréquenté en fait. Donc c'est pareil, 51% des garçons de 12 à 17 ans qui fréquentent des sites pour adultes. Alors, pourquoi vont-ils en consommer? C'est là où c'est assez complexe, on marche sur des œufs. En fait, le porno sur Internet, on peut le consommer de deux façons, de façon subie et de façon choisie, d'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il y a, j'en parlais tout à l'heure, il y a vraiment en fait une promotion de la sexualité déjà sur les réseaux. Il y a des hashtags, le hashtag plan cul par exemple sur les réseaux. Vous voyez, voilà, après quelques recherches, il y a vraiment des hashtags où ça paraît cool de s'afficher justement avoir une vie sexuelle active, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'on retrouve et qui peut justement inciter. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a parmi l'une des raisons principales
l'une des motivations principales de consommation du porno chez les jeunes, c'est la curiosité. C'est même pas forcément la recherche d'excitation sexuelle, c'est la curiosité, d'accord? Donc justement, c'est pour ça que je reviens sur tout à l'heure, quand je disais que des fois excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Quand on parlait, bon, ça me reviendra, ça me reviendra. Tout à l'heure, on parlait de la pornographie qui va être subie. On peut parler par exemple d'une règle sur Internet. Alors c'est une règle, c'est un peu une légende urbaine en quelque sorte. C'est la règle 34. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La règle 34, en fait, elle est très simple. C'est que sur Internet, vous pouvez trouver absolument... En fait, tout ce qui est sur Internet a une version pornographique. Voilà. C'est la règle 34, ça existe depuis le début d'Internet, entre guillemets. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir en fait vraiment des contenus sexuels et pornographiques, même avec des codes enfantins. Donc justement, il peut y avoir, vous prenez, il y a eu un classement récemment. William, si tu mets la main là-dessus, il y a eu un classement qui est sorti justement par le site Pornhub, les personnages de jeux vidéo les plus recherchés sur la plateforme. Et en fait, le personnage le plus recherché, c'est un personnage de Fortnite, qui est un personnage féminin, qui est justement hyper sexualisé, donc avec des formes très, très généreuses. Et l'idée, c'est que cette règle 34, il y a eu des montages, il y a eu des modélisations en 3D où il y a des vidéos pornographiques avec ce personnage-là. Ou alors il peut y avoir, ça va en choquer plus d'un, mais il peut y avoir des versions justement pornographiques de dessins animés pour enfants ou tout autre contenu qui à la base n'est absolument pas pornographique, d'accord, mais qui justement sont créés par des personnes qui vont modéliser en 3D, créer des vidéos de ce genre-là. Donc ça c'est la règle 34 et du coup c'est hyper important parce que on en parlait lors d'un autre webinaire. Des fois on est sur les réseaux, on est sur Internet, on voit un contenu et en fait d'une vidéo à l'autre, d'un site à l'autre, etc., on peut être propulsé sur le même contenu, mais avec un ton vraiment différent. On parlait dans un webinaire précédent, notamment des chansons Disney, et je vous invite à faire l'expérience. En gros, vous partez d'une chanson Disney, et en fait, vous allez progressivement, à cause de l'algorithme, être emmené vers des contenus populaires, tendances. Donc justement, alors pourquoi 34 ? Parce qu'il y en a plein d'autres. Et en fait, en passant de ces vidéos en vidéo, en fait, vous pouvez tomber sur, par exemple, vous regardez au début une chanson de Disney, puis vous êtes emmené sur Winnie l'ourson, et puis la vidéo d'après, c'est la bande-annonce du film d'horreur de Winnie l'ourson. Vous voyez, voilà. Là, c'est un petit peu pareil en quelque sorte. Si on n'utilise pas un moteur de recherche filtré, si on n'utilise pas un navigateur adapté pour les enfants, si on met pas en place quelques outils, et j'y reviendrai tout à l'heure, on risque complètement de tomber sur en fait des contenus avec des codes enfantins, mais dont la cible n'est absolument pas les enfants. D'accord ? Donc justement, ça pose cette question-là. La fameuse règle 34, elle a ce danger-là qu'aujourd'hui, on trouve tout très facilement sur Internet, et même du coup les contenus pornographiques qui, à la base, ne le sont absolument pas. Style La Reine des Neiges, quoi. Enfin, vous voyez, voilà, vraiment, c'est ça. Le film Mario, pareil, justement, en 2023, parce qu'il y a eu le film. Enfin, voilà, c'est vraiment ça là où je voulais en venir. Pour parler justement de pornographie, il y a quand même, et ça soulève la question de la sexualisation des mineurs. Donc, on va passer assez rapidement sur les cyberviolences parce que les sujets se touchent vraiment. Mais justement, sur les sites pornographiques, il y a des catégories de vidéos qui sont très populaires. C'est notamment les catégories qui concernent les jeunes, en fait, qui concernent les jeunes, les teens, teenagers, barely legal, donc à peine légal, vous voyez. Donc c'est des contenus qui vont justement frôler la légalité en quelque sorte, voilà, et qui sont mis en avant, très regardés. Et justement, cette même plateforme dont on parlait tout à l'heure, Pornhub, avait dû retirer une grosse partie de son catalogue. Je crois que c'était au moins 30 ou 40% de son catalogue, justement parce qu'il n'avait pas pu prouver le consentement des personnes dans la vidéo.
Donc du coup, ils avaient été obligés de retirer des contenus. Donc ça soulève vraiment la question d'aujourd'hui, même ces plateformes-là, est-ce que elles ne contribuent pas justement, c'est une question, mais presque c'est une question rhétorique, hein, est-ce elles ne peuvent pas malgré elles contribuer à la diffusion des cyberviolences, vous voyez, de ces justement des formes de violence sur Internet. Et là, on parle de sites pornographiques. Je vous invite à regarder une vidéo du Roi des Rats. C'est un youtubeur français qui fait un excellent travail. Il a fait plein de vidéos. Il a fait justement aussi une vidéo sur l'hypersexualisation. Donc je vous invite à la regarder. Il a fait une vidéo sur l'hypersexualisation sur TikTok. Donc là vraiment il prend le temps de détailler. Voilà, donc j'ai pris certains raccourcis. Je vous invite à aller la regarder si jamais vous voulez vraiment creuser le sujet. Mais voilà, par exemple, dans sa vidéo, il va parler d'un hashtag qui est le hashtag YouTube Wake Up, où en fait, il y a tout un côté complètement sombre sur YouTube dans des commentaires, notamment de vidéos pour enfants. Des vidéos pour enfants. Vous savez, il y a des contenus voilà, où il y a des enfants stars, etc. Ou même des publications faites par des enfants, tout simplement. Où en fait, dans les commentaires, il va y avoir des personnes, ben, vous vous doutez bien, hein, là on se rapproche du grooming, donc des cyberprédateurs pédophiles, en fait, très clairement, qui vont mettre des commentaires, qui vont voilà, faire des remarques autour justement des enfants qui sont en scène dans ces vidéos. Donc justement, même sur YouTube, il y a une forme justement de violence autour de ces contenus-là qui à la base ne sont absolument pas sexuels, mais dont ben, les enfants sont la cible. Voilà. Donc la notion du consentement, la notion d'afficher voilà justement une personne sans son consentement sur les réseaux, sur Internet, soulève la question des cyberviolences. Voilà, la question des cyberviolences, donc toutes les formes de violence en ligne, dont l'une des plus connues est le cyberharcèlement, mais pas que, d'accord. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir le webinaire qu'on avait fait à ce sujet. Et justement, il y avait un rapport de l'association e-enfance et de la Caisse d'épargne qui avait fait justement un classement des risques principaux des cyberviolences par rapport aux enfants. Et donc le premier risque, c'est les mauvaises rencontres et justement le deuxième, c'est le cyberharcèlement. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 24% des familles qui ont été confrontées à une situation de cyberharcèlement. C'est quand même énorme. 63% des 8-18 ans qui sont déjà inscrits sur les réseaux sociaux. 83% des parents qui ne savent pas ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc justement, par rapport à tout ça, on peut parler des problèmes de modération sur certaines plateformes. Je pense au compte Ficha. Donc affiche, d'accord, à l'envers. Ce sont des groupes qui ont explosé pendant le confinement et en fait qui consistaient à partager des nudes, donc des photos intimes des personnes, sans leur consentement du coup, voilà. Et en fait, la particularité des comptes Ficha, c'est qu'il y avait les pseudos des personnes avec les adresses, les établissements scolaires, etc. Donc en fait, c'est complètement une invitation à harceler en quelque sorte. Alors c'est complètement puni, hein, vous vous en doutez bien. Ça fait une telle polémique qu'il y a des collectifs qui se sont montés justement pour protéger les victimes. Je pense notamment à l'association Stop Ficha, avec qui on avait fait le fameux webinaire sur les cyberviolences. Donc justement qui font en sorte en masse de signaler ces comptes-là afin qu'ils soient supprimés en fait, vu que c'est complètement illégal. Donc voilà, il y a la question des comptes Ficha. Les Ficha, c'est très souvent du revenge porn. Donc le revenge porn, c'est en fait cette pratique de vengeance pornographique qui consiste à se venger en rendant public des contenus pornographiques. Donc là, souvent, ça va être dévoiler l'intimité d'une personne à son insu lors d'une séparation dans un couple, par exemple, il y a eu des messages à caractère sexuel ou des photos qui sont partagées, ou alors deux amis, l'un qui a accès au compte Snapchat, pour donner un exemple, de l'autre, pour lui faire notamment ses flammes, d'accord. Sauf que du coup, dans Snapchat, il faut savoir qu'il y a un dossier qui s'appelle les My Eyes Only. En fait, on pense que ce dossier est complètement privé, d'accord. Sauf que bien souvent, le mot de passe, il est extrêmement facile à trouver. Il y en a beaucoup, en tout cas, c'est les retours qu'on a eu en intervention, de jeunes qui en fait se sont fait à ce moment-là voler des photos et lors de disputes, de séparations, de tout ça, ces photos malheureusement viennent à être à fuiter en fait, en quelque sorte. Voilà. Voilà donc.
Il y a la question de la sexualisation des mineurs, de la mise en avant de certains contenus pornographiques qui des fois peuvent être même monétisés pour le coup. Je pense à des plateformes comme OnlyFans ou Mime, d'accord? J'ai pas le temps malheureusement de développer là-dessus et on en avait parlé quand on avait parlé du webinaire sur la sexualisation des mineurs à l'ère du numérique. Je vous invite à aller voir. Ce sont des plateformes où justement en fait on peut monnayer en quelque sorte par un système d'abonnement des contenus sexuels. Voilà, donc ça pose complètement problème. Ok. Il y a donc la question de l'intelligence artificielle au service des montages pornographiques, d'accord, avec ce qu'on appelle les deepfakes. Aujourd'hui, en prenant une photo de quelqu'un, une photo complètement lambda, complètement normale, on peut utiliser en fait des intelligences artificielles pour incruster cette photo ou cette vidéo dans un montage pornographique. D'accord? Donc voilà, ça concerne beaucoup des célébrités, des stars, des acteurs, actrices, chanteuses, etc. Mais il y a aussi plein de personnes qui sont victimes de ces deepfakes pornographiques. Voilà. Ouais. Donc un petit mot également sur le slut shaming, puisqu'on parle des cyberviolences, le slut shaming. Donc encore des mots, encore des anglicismes, hein, je suis désolé. Mais donc du coup le slut shaming en fait c'est merci hein, William, vraiment t'assures de mettre tous les liens à chaque fois. Donc le slut shaming en fait c'est l'intimidation ou humiliation des pardonnez-moi l'expression des salopes pour couvrir de honte justement des comportements, des attitudes individuelles ou collectives, d'accord, envers justement des femmes dont le comportement en fait serait jugé hors norme, si vous voulez. En fait, c'est complètement une forme de discrimination sexiste hein, sur Internet. Et en fait, ça entretient vraiment l'idée que le sexe serait dégradant pour la femme. Et justement, il est commis par des hommes et par des femmes. Voilà. Donc ça, c'est une cyberviolence où ça va se traduire par des messages, des commentaires, des vagues de harcèlement, hein, très clairement des raids numériques, hein, vraiment des attaques répétées, ciblées. Voilà. Donc ces attaques, elles peuvent être physiques, morales, enfin voilà, dépendent de la culture, des valeurs de l'agresseur, etc. Et ça va s'attaquer justement à la façon de se maquiller, la façon de s'habiller, le nombre de partenaires, l'attitude générale d'une personne. Donc voilà, c'est justement tous ces comportements-là qui sont cyber-violents, d'accord? C'est vraiment une cyber-violence, le slut-shaming. Et il faut savoir que les insultes homophobes et transphobes, stigmatisant justement un comportement sexuel dit anormal, enfin voilà, discriminant. Ça peut aussi s'apparenter à du slut-shaming parce que sur Internet, on voit beaucoup d'insultes et de moqueries, de menaces, etc. Autour de ces sujets-là. Voilà. Alors, au niveau des conseils, parce que quand même, j'aimerais quand même pouvoir vous en donner pas mal. Par rapport à l'hypersexualisation, je vais le prendre. Alors, une question à propos des nudes, c'est-à-dire à propos des nudes. Est-ce que vous avez une question, Sandrine Reich? Est-ce que vous avez une question par rapport aux nudes? N'hésitez pas, vu qu'on est en plein en train de parler de ça. Donc je répète, hein, les nudes, donc nus en anglais, c'est vraiment en fait toutes ces photos intimes qui sont partagées en fait en ligne, hein, d'accord? C'est aujourd'hui dans le revenge porn, dans le cyberharcèlement, il y a beaucoup d'histoires qui concernent justement ce partage de photos intimes. Bon, qui est puni par la loi, bien entendu, hein, ok. Je vous invite à regarder le webinaire où on fait justement un listing de toutes les conséquences en fonction de ce que l'on fait, etc. Si jamais William, tu peux mettre un petit tableau, je sais que sur les sites justement, les plateformes gouvernementales ou même le 3018, il peut y avoir justement selon le délit, le crime, etc. Enfin voilà, les peines encourues. À propos des nudes, comment expliquer l'augmentation des nudes entre ados? Ben en fait, si vous voulez, alors l'augmentation, en soi, il faudrait un chiffre exact, mais si vous voulez, l'augmentation, elle peut aussi se traduire notamment par la banalisation en quelque sorte. La banalisation de ces. Aujourd'hui, quand vous prenez Snapchat, par exemple, l'application se lance directement sur l'appareil photo. Ça, c'est clairement l'une des façons d'inciter l'utilisateur à se prendre en photo. Vous voyez, et notamment alors pas forcément dans son intimité, mais Snapchat, à la base, c'est le petit fantôme, c'est l'idée de la discrétion, du côté éphémère. J'envoie un message, il se supprime. Vous voyez, ça dans la représentation des adolescents, ça peut avoir un rôle majeur sur le fait
ils se sentent mis en confiance sur la discrétion. Alors justement, je mets des gros guillemets sur la discrétion qu'ils peuvent avoir. Et justement, ça me permet de glisser vers les conseils, qui est qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas toujours informés sur le fait que tous les contenus sont en fait stockés, hébergés sur les serveurs, et que c'est donc les serveurs des applications que l'on utilise, et que à tout moment ces serveurs peuvent fuiter en fait. Ils peuvent fuiter, et donc du coup tous ces contenus-là qu'on pensait secrets, discrets, etc., ils peuvent être complètement mis en ligne de façon publique en fait. Hein. On peut télécharger, enfin voilà, sur des plateformes. Alors c'est là où ça devient très complexe, parce que des fois on a des jeunes qui n'ont jamais rien partagé, mais qui ont pris des photos. Et enfin, je dis des jeunes, mais ça peut, pour le coup, ça peut même, enfin, par des adultes aussi. Enfin voilà, on est bien d'accord. Donc voilà. Au niveau de l'hypersexualisation, quelque chose qui fonctionne bien entendu, c'est la discussion, c'est la communication, et de discuter des contenus que son enfant voit. D'accord, donc de privilégier du coup plutôt des usages numériques dans des pièces communes. Encore une fois, je vous renvoie vers la règle des 4 pas de Sabine Duflot, qui conseille justement d'utiliser les écrans plutôt, pas dans la chambre, donc plutôt dans les pièces communes, pour justement essayer d'éviter cette forme d'enfermement. Il n'y a qu'à se dire qu'un enfant qui va voir un contenu, il sait qu'il ne devrait pas le voir, il va pas venir nous le dire. C'est normal. Nous, à leur place, je pense qu'on ferait pareil si on était des enfants. Si on sait qu'on va se faire punir, on va pas forcément dire maman, j'ai fait une bêtise, j'ai regardé ça. Donc c'est encore une fois l'un des intérêts de regarder les écrans dans des pièces communes, c'est que en tant que parent, on peut avoir justement une forme de visibilité et ou de contrôle, tout dépend le degré après, enfin voilà, d'usage de l'enfant, l'âge, etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent influer, mais de permettre de vraiment voilà avoir une forme de supervision en quelque sorte et de modération sur les contenus que va voir son enfant. Donc pour les jeux vidéo, ben, c'est facile, il y a les PEGI. D'accord, les PEGI, donc c'est justement, vous savez, cette restriction d'âge, ces petites vignettes qu'on retrouve sur les jeux vidéo en bas sur la boîte, mais aujourd'hui, on achète beaucoup moins les boîtes et on achète directement les jeux en ligne. Ben, figurez-vous que c'est justement dans les plateformes où on achète, il y a cette petite pastille pareil qui est présente. Au niveau des films et séries, moi je vous conseille justement de suivre les recommandations de. Alors avant c'était le CSA, maintenant c'est l'Arcom qui a fusionné avec Adopi. Donc les recommandations de l'Arcom, notamment sur les films et séries, d'accord, où vous avez voilà en fait sur chaque film, chaque série, vous avez un âge qui est conseillé. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder peut-être des bandes annonces, à regarder voilà le descriptif, le synopsis en quelque sorte du contenu avant de le partager voilà un enfant, un ado, etc. Pour rappel, sur les réseaux sociaux, au niveau de la législation française, c'est 13 ans accompagné d'un adulte et 15 ans tout seul, la majorité numérique. Mais certains contenus, du coup, même si on a déjà ces 15 ans, ils demandent en réalité une maturité bien plus grande. Et en plus, comme on l'a vu, dans les faits, les enfants y ont accès en général bien plus tôt. Donc ça montre bien justement que même à 15 ans, on n'est pas forcément prêt à avoir un esprit critique pour prendre du recul, se détacher en quelque sorte de l'influence que certains contenus peuvent avoir et cette mise en avant justement de certains contenus, certaines formes de violence, certains stéréotypes de genre, certaines images explicites, etc. Parce que là, du coup, j'englobe tous les sujets dont on parle depuis tout à l'heure. Mais des fois, on a voilà un enfant de 15 ans non seulement n'aura pas la maturité qu'il faut, c'est normal. Et puis voilà, comme je disais, dans les faits, les enfants ils sont bien plus tôt, bien plus tôt. Voilà. Après, un conseil qui fonctionne bien, en fait, c'est ce qu'on appelle de réinitialiser l'algorithme. Réinitialiser l'algorithme, en fait, j'en parlais au tout début, si le réseau a compris que vous êtes attiré par certains types de contenus, il va vous en proposer. Donc, l'idée, c'est qu'en réinitialisant l'algorithme, donc en allant, par exemple, dans les paramètres de l'application, vous pouvez faire, en fait, il y a une petit paramètre qui reset l'algo, donc l'algorithme. En fait, ça va en quelque sorte, c'est comme si vous reveniez pour la toute première fois sur le réseau, et du coup, toutes ces images-là, etc.,
si vous voulez, même si malheureusement dans les faits, vu qu'elles sont populaires, elles vous seront assez rapidement reproposées. Déjà, ça permettra de faire un tri sur tout ce que vous aviez vu avant. Voilà. Puis pareil sur Instagram, on en parlait tout à l'heure, le fait de gérer ses abonnements, de cliquer sur restreindre les contenus, ça peut permettre justement d'enlever en fait ces types de contenus. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord, on nous propose pas tous les mêmes choses. Selon qu'on soit un homme, une femme, l'âge, les contenus qu'on regarde. Donc voilà, il peut y avoir vraiment plein de différences, on va dire, dans les usages. Voilà. Encore une fois, la communication, ça permet vraiment de se détacher de cette forme d'influence en fait des images, notamment autour de l'hypersexualisation, autour de la pornographie. Les enfants vont très souvent être choqués des contenus. Alors, ça dépend de l'âge, bien évidemment, mais le fait de venir en fait relativiser, enfin relativiser. Le mot n'est pas bon, excusez-moi. De venir en fait remettre, réexpliciter que la pornographie ressemble avant tout à du cinéma plutôt qu'à la vraie vie. Donc j'en parlais tout à l'heure, on peut installer des contrôles parentaux, je pense à Family Link qui est gratuit. On peut aussi utiliser des navigateurs, des moteurs de recherche qui sont adaptés pour les jeunes, pour les enfants. Je pense notamment à Quant Junior, je pense à Kiddle, qui sont des outils qui sont gratuits, donc c'est forcément vers cela que je vais vous conseiller d'aller. Après, on peut également filtrer les plateformes. On peut filtrer les plateformes ou les contenus. Par exemple, au lieu de YouTube, on peut installer YouTube Kids. Voilà. Sur les plateformes de streaming, on peut utiliser par exemple des profils jeunesse, des profils enfants. Voyez, histoire que si par exemple on met un dessin animé à son enfant sur Netflix, entre deux dessins animés, il n'y ait pas la publicité entre guillemets de la nouvelle série hyper violente, hyper sexualisée, où il y a des contenus sexuels à l'intérieur. Vous voyez, voilà. Donc ça c'est pour les services de streaming. Autre chose, c'est aussi de ne pas rendre la discussion taboue. Je sais que c'est très compliqué de parler de sexualité avec son enfant, mais rappelons-le, l'une des principales motivations des jeunes aujourd'hui à consommer notamment de la pornographie, c'est notamment la curiosité et pas forcément la recherche d'excitation. Je le rappelle. Donc recontextualiser également le rapport biaisé effectif de la pornographie. Je pense notamment à Hugo Décrypte, qui est un YouTuber, un journaliste, qui avait fait une vidéo où en fait il interviewait des acteurs de films X. Et en fait, ce reportage est intéressant parce que oui, merci beaucoup William. Ce reportage est intéressant parce que justement, c'est directement des acteurs. Moi, j'ai des parents qui ont vu, enfin, lors de réunions de café parents, etc. Ils ont regardé ces vidéos et en fait, ça leur a donné vraiment des clés de lecture pour pouvoir amorcer la discussion avec leurs parents. Nous, vraiment, l'objectif, c'est de vous outiller au maximum. Et je trouve que cette vidéo, elle sert justement à lancer le dialogue, à casser certaines idées reçues. Et donc, c'est là où la voix d'un adulte peut être très bénéfique dans la discussion. Pour pas que l'enfant justement s'enferme, s'isole et prenne pour argent comptant tout ce qui peut être pris, tout ce qui peut être dit justement sur les réseaux. Voilà. Par rapport aux cyberviolences, il y a plein de conseils. Encore une fois, je vous renvoie au webinaire qui sera plus complet sur le sujet. Mais dans l'idée, on a une plateforme nationale. Donc il y a la plateforme du 3018 qui est justement une plateforme de soutien et d'aide et d'accompagnement, justement qu'on soit témoin victime de cyberviolence en ligne, de cyberharcèlement, mais pas que. Pensez à faire des captures d'écran, à signaler, à bloquer. Il y a également la plateforme Pharos de signalement. Vous pouvez bien entendu consulter une personne référente, une personne ressource, d'autres conseils. Il y a également le fait de ne pas répondre, de couper les notifications si jamais on est victime de cyberviolence, de harcèlement. On peut déposer une plainte, des fois on peut même poser une pré-plainte. Je pense notamment aux cyberviolences liées autour des faux comptes et de l'usurpation d'identité, histoire de gagner du temps, parce qu'on sait que dans ce genre de situation, le temps est primordial, que ce soit sur la diffusion, sur les menaces, etc. Pensez à désactiver la géolocalisation, puisque dans les réseaux, on le sait, certains en fait mettent par défaut la géolocalisation des utilisateurs en public. C'est-à-dire que du coup, on peut voir où vous êtes en instantané, ce qui peut être une source justement de danger. Pareil, par défaut, malheureusement, sur beaucoup de réseaux, des fois on est en
public, ce qui fait que tout le monde peut avoir accès, même avec un navigateur, sans compte, etc. C'est possible, à avoir accès au contenu proposé par une personne. Tandis que quand on est en privé, il y a justement une forme de validation, en fait, une acceptation de la personne avant qu'on ait accès à toutes ces données. Voilà. Écoutez, j'espère avoir fait le tour sur les conseils. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On essaiera d'y répondre rapidement. Encore une fois, merci beaucoup. Merci énormément à vous tous. Je vous invite à rester connectés pour nous suivre justement sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe où vous voulez, pour suivre toutes les actualités du coup de l'association Horizon Multimédia et d'être informé notamment des prochains webinaires parce que comme je vous disais, on en fait en général tous les 2 mois. Enfin voilà, on essaie de traiter vraiment des sujets d'actualité. Alors oui, effectivement, trop rapide. Malheureusement, j'ai pas autant de temps que je voudrais pour parler de tout. On est pris par le temps. Donc voilà, dans tous les cas, pour celles et ceux qui n'ont pas pu être là du début à la fin, qui aimeraient bien le revoir, qui aimeraient bien le partager à d'autres personnes, sachez qu'il y aura un replay qui sera disponible. N'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que ce webinaire a pu vous apporter le plus d'informations. Voilà, il y a donc trop rapide pour des pas trop jeunes. Alors je vous invite à. Je suis désolé, c'est vrai que j'essaie de vous donner un maximum de clés de lecture pour que vous puissiez justement faire des. C'est un sujet en fait qui est tellement vaste. J'ai essayé de vous donner le plus de clés de lecture possible. Et justement, on vous a mis à chaque fois des vidéos qui vous renvoient pour traiter le sujet plus en détail. Il y a énormément de choses à dire. Et donc du coup, voilà, n'hésitez surtout pas s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne. Là, on a encore quelques minutes. Alors attendez, j'essaie de reprendre un petit peu le fil. Tac. Donc je reviens sur une question qui avait été posée au début, notamment, ça n'incite pas des fois les jeunes à faire du sport pour avoir un joli corps, mais bien sûr, et en fait justement c'est tout l'intérêt. Encore une fois, il ne faut pas diaboliser sur ce type de contenu qui vont promouvoir notamment l'activité physique, etc. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du développement personnel. Aujourd'hui, je pense notamment à Thibaut InShape, qui est l'un des youtubeurs français les plus populaires aujourd'hui, Thibaut InShape, qui justement a écrit un livre de développement personnel, vous voyez comme quoi, et qui à travers ses vidéos va motiver sa communauté à notamment faire du sport, etc. Donc encore une fois, ça peut complètement être bénéfique, mais il peut y avoir toujours encore une fois des travers, des motivations et en fait cette exposition à des corps entre guillemets parfaits peut en tout cas chez certains susciter la dysmorphie corporelle. On en a pas parlé, mais c'est vrai que la dysmorphie corporelle, c'est en fait la vision biaisée de son propre corps qui en fait va complètement faire chuter l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Donc bien sûr que d'un côté, ça peut inciter des jeunes à faire du sport pour avoir un joli corps ou juste à faire du sport parce que l'activité physique est primordiale pour la santé en fait, tout court, que ce soit physique, mentale. Mais voilà, c'est vrai que là, j'ai parlé justement des conséquences plutôt négatives. Le body positive, on en a un petit peu parlé. La règle 34, ok. À propos des nudes, on en a parlé. Comment aiguiller le jeune vers des contenus sains quand il commence à être curieux et lesquels? Alors, par rapport à ça, il y a plein de... alors, je vous invite vraiment à regarder le webinaire sur la sexualité à l'ère du numérique. Je sais qu'il y a plein de comptes, pour le coup. Il y a notamment Palaref, il y a donc Palaref, Réseau Tuto. Je sais qu'il y a Lumni qui a fait également des... Le porno, c'est pas la ref. Excusez-moi, le porno, c'est pas la ref.
Il y a Lumni qui a fait justement des vidéos de sensibilisation pour justement parler progressivement et introduire cette notion de la vie affective et sexuelle. Donc ça peut être intéressant d'orienter voilà des jeunes vers cette question-là si les questions reviennent encore une fois. Après encore une fois il y a aussi ça me permet de les saluer les infirmières notamment scolaires qui font un travail énorme justement dans les établissements pour parler de ces problématiques là. Voilà. Euh, Tac, tac, tac. Donc ça, c'est William qui a partagé. Hop, Hugo décrypte. Ok, a-t-il des contenus simples pour les jeunes mais qui sont curieux mais pas bavards? Voilà, donc du coup, j'espère avoir répondu à votre question. En parlant de ça, va-t-il y avoir un retour sous forme d'écrit afin de continuer de se pencher sur le sujet? Donc, du coup, Alexandra Santucci, je vous invite à peut-être à cliquer sur les liens, peut-être à vous les mettre en favori ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce que je peux vous conseiller également, c'est on a un site en fait qui s'appelle iparent.fr. Dessus, on a fait beaucoup d'articles et il y a notamment des articles qui parlent justement de ces problématiques-là. Donc peut-être ça peut être des clés de lecture pour se pencher sur ces sujets justement. Après, comme je vous disais, en YouTuber, il y a le Roi des Rats, il y a Amistory. Voilà, il y a pas mal de créateurs de contenu justement sur les réseaux sociaux, comme quoi il n'y a pas que du négatif, hein, encore une fois. Family Link est valable sur. Alors non, c'est vrai qu'en termes de compatibilité entre iOS et Android, c'est pas toujours évident pour Family Link, hein, on le sait. Après, avec le Digital Service Act, là, vous savez, la réglementation européenne, peut-être que dans les prochains mois, ça devrait s'améliorer justement. Voilà, c'est ça, exactement. Merci William, c'est là où j'allais en venir. En fait, sur les téléphones, vous avez directement en fait des temps d'écran. Donc dans les paramètres, vous allez dans temps d'écran et vous pouvez régler plein d'options. Sur Android, ça s'appelle équilibre digital, bien-être numérique. Temps d'écran aussi, après ça dépend de votre modèle de téléphone. Voilà. Après, voilà, Xavier Tuel, j'ai essayé au maximum de rester focalisé sur le sujet dont il y a déjà tellement à dire. Merci de parler de nous. Ah, c'est peut-être par rapport aux infirmières, aux professionnels relais. Je ne sais pas si c'est ça. Euh, ok, très bien. Oui, il y a justement un travail de sensibilisation. Vous savez, nous, on, pour en parler beaucoup avec les professionnels relais, on plante des graines, on essaie de vraiment en fait travailler en réseau, et c'est ça qui montre, enfin qui a le plus d'impact. En tout cas, si on dit tous la même chose, si on est plusieurs à dire la même chose, justement, c'est là où ça devient pertinent et de toute façon, on est convaincu que c'est uniquement en travaillant en réseau et en formant les professionnels et en voyant également les parents. Enfin, on ne peut pas que prévenir un problème en s'adressant uniquement à une partie, enfin, notamment que les enfants, que les parents, que les professionnels. L'idée, c'est vraiment de faire corps, de faire réseau. Euh, et c'est là où justement, parce que les clés de lecture sont complètement différentes. Nous, quand on est en intervention, quand on s'adresse à des professionnels, à des enfants ou à des parents, on parle pas du tout de la même façon, on parle pas des mêmes choses. Donc, complètement. Tac, tac, tac. Donc, cette question, c'est bon. Le problème de cette manipulation par le cerveau, il est compliqué de lutter cette aspiration par les écrans. Le cerveau est manipulé sans que la personne se rende compte. Alors oui, mais en fait, justement, cette question est hyper importante, du coup, Sandrine Delattre, sur la question de la manipulation du cerveau. Et justement, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous renseigner sur les biais cognitifs et à regarder, il y avait une série Arte, Dopamine, qui était très éclairante à ce sujet-là. Il y a Derrière nos écrans de fumée, The Social Dilemma, un petit documentaire Netflix aussi qui permettait de parler de tout ça. Voilà, qui montre bien aujourd'hui que en gros,
c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et que l'économie basée sur justement l'attention des utilisateurs soulève de nombreux problèmes parce qu'elle va exploiter en fait l'attention, l'engagement, enfin vraiment tout ce qui motive le cerveau à revenir, et ça on le voit dans les jeux vidéo, les réseaux, etc. Donc c'est vrai qu'on s'écarte un peu du sujet principal, mais il y a beaucoup à dire. Et justement, c'est vrai que même sur cette question de l'intimité, de la vie affective, sexuelle, etc., on peut également. Il y a des biais. Voilà, il y a des biais. Ok. Les, je vous rejoins, effectivement. Je vous rejoins. Voilà. Ben écoutez, merci à tous encore de votre participation. Je vois que vous êtes encore nombreux à rester, donc ça fait très plaisir. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, voilà, à suivre le replay si vous en avez besoin, à nous suivre sur les réseaux pour les prochains événements à venir. J'espère que voilà, ce webinaire a pu vous donner du grain à moudre pour derrière faire peut-être des veilles personnelles, des lectures autour de cette thématique. Merci à vous, bonne continuation également. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur horizonm.fr ou sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn.